Bonjour à toutes et à tous, c'est Kevin pour l'île de Vor et bienvenue dans le premier menu crowdfunding de l'année 2023. Deux petits points avant de commencer. Tout d'abord, bonne année à tous ceux qui potentiellement n'auraient pas vu la précédente vidéo, le top 25 des jeux que j'attends sur Kickstarter et GameFound pour l'année à venir. Et puis également, deuxième petit point, merci à tous ceux qui ont laissé des commentaires ou même qui m'ont envoyé des messages privés directement pour s'enquérir de ma santé après la dernière vidéo où c'est vrai j'avais un teint un petit peu cadavérique, mais ça va beaucoup mieux. J'étais un petit peu claqué à l'époque parce que je sortais du corona simplement, mais maintenant ça va beaucoup mieux, donc ne vous inquiétez pas, je serai là toutes les semaines comme à l'accoutumée, ou presque toutes les semaines comme à l'accoutumée pour le menu crowdfunding. Pour ce premier menu crowdfunding de l'année 2023, ou alors que je fais vibrer la caméra, excusez-moi, eh bien ce sera assez court, puisque tout simplement, en fait, comme chaque année, lorsqu'il y a une grosse période de vide, comme c'était le cas à la fin de décembre, eh bien lorsque les projets Kickstarter se remettent sur le devant de la scène, ça prend un petit peu de temps afin de reprendre un vrai rythme de croisière assez intense, comme on le voit généralement avec 25, 30, comment dirais-je, projets par semaine. Cette semaine, ce sera assez court, on en aura à peu près 7 ou 8 si j'ai bien compté tout à l'heure. Avec seulement 2 gros projets de la semaine que j'ai mis dans cette catégorie parce qu'il n'y avait pas grand chose à mettre sous la dent, soyons tout à fait honnêtes. Également, pas de sondage de la semaine, bien évidemment, puisque, vous vous en doutez, ça fait un mois qu'on n'a pas eu de vidéo, donc bien évidemment, il n'y avait pas de sondage non plus, mais vous trouverez le sondage pour la semaine prochaine, comme à l'accoutumée, dans la description de cette vidéo. Je vous encourage donc à aller voter pour le ou les projets qui vous intéressent le plus pour la semaine prochaine. Du coup, on va pouvoir faire tout de suite un petit point sur la chaîne que voici. Voilà, donc ça fait un mois qu'on ne s'était pas vu et la chaîne a pas mal progressé. On a pris plus de 100 nouveaux abonnés, notamment grâce à la vidéo justement du top 25 des jeux que j'attends pour 2023. 2900 vues, bientôt 3000 d'ailleurs. C'est assez impressionnant, je pensais vraiment pas qu'on ferait un tel score sur cette vidéo. L'année dernière, quand on avait proposé un top similaire, on avait fait environ 1000 vues par vidéo, parce que je l'avais découpé en 5 parties à l'époque. 3000 vues, là, je suis assez incrédule devant un tel score, donc merci à tous, et également aux 50 nouveaux abonnés que ça nous a rapporté, donc bienvenue à tous, si vous suivez désormais le menu crowdfunding régulier, donc semaine après semaine. Du coup, on va pouvoir tout de suite partir sur les deux pans de la vidéo habituelle, donc à savoir les mentions honorables de la semaine, donc les projets un petit peu moins intéressants ou un petit peu moins conséquents, dirais-je plutôt, et ensuite les gros projets de la semaine. Et puis avant de commencer, je vous encourage à nouveau, même si je l'ai déjà dit tout à l'heure, à aller voter pour le ou les projets qui vous intéressent le plus dans le sondage de la semaine en description de cette vidéo. On est parti. On commence tout de suite par Circadian's First Light Specialist Expansion. En fait, il s'agit tout simplement de 2 extensions et non pas une seule comme on pourrait le penser en regardant uniquement le titre de la campagne. Une extension pour Circadian's First Light, qui est donc intitulée Specialists, et puis également une mini-extension pour Circadian's Chaos, j'arrive pas à lire le titre, c'est trop petit, mais Chaos, j'ai oublié, bref, on verra ça plus tard, c'est pas important, qui s'intitule cette fois-ci Harbingers. Donc on aura une extension pour chacun des 2 jeux de l'univers des Circadians. C'est donc la nouvelle campagne de Garfield Games, et qui dit campagne Kickstarter de Garfield Games dit petit point sur le premier rencard, le premier paragraphe de la campagne. Comme toujours chez Garfield Games, il n'y a aucun véritable intérêt à aller backer durant la campagne, ils le disent eux-mêmes en premier paragraphe. Ici, c'est une façon de soutenir l'éditeur pour qu'il puisse engranger un petit peu de tunas pour lancer la machine de la production de ce nouveau jeu, enfin de nouvelles extensions pour le coup ici, mais vous les retrouverez en boutique et il n'y a pas vraiment d'exclusivité en général dans les campagnes de Garfield Games, et une fois n'est pas coutume, sera le cas également pour cette double campagne donc, de Circadians avec les 2 extensions Specialist et Harbingers. Pour l'instant, 1000 contributeurs approximativement après 4 ou 5 jours de campagne, 57 000 € d'engrangés, on est donc largement financé, et c'est une campagne très courte, comme c'est souvent le cas avec Garfield Games, puisqu'il reste actuellement 5 jours, soit donc 4 jours lorsque vous verrez cette vidéo. Donc comme d'habitude, je l'ai déjà dit, pas vraiment d'intérêt à aller backer cette campagne de Garfield Games, puisque on la retrouvera de toute façon en boutique. J'ai oublié qui s'occupait des jeux de la licence de Circadians en français, j'ai oublié, mais vous les retrouverez en boutique quoi qu'il arrive. Qu'est-ce que vient ajouter cette nouvelle extension de Specialists? Elle vient donc ajouter de nouveaux dés de spécialistes ainsi que de nouveaux
camp avec des actions particulièrement puissantes et qui viennent ajouter aussi un petit peu de versatilité à l'action d'attribution des dés. Ensuite, on aura aussi 2 nouvelles factions avec lesquelles négocier, qui seront les Oxataya et les Azuri. On aura aussi 12 nouvelles cartes de leader, qui auront chacun leur propre spécificité, leur propre compétence unique. On aura aussi 26 nouvelles cartes de contrat, en plus des 36 qui étaient dans le jeu d'origine. Donc encore plus de combos et de stratégies à aller imaginer et découvrir. On aura aussi de nouvelles tuiles de navires ou de vaisseaux spatials, je ne sais pas très bien, ainsi que de fermes, et puis également des cartes d'événements. Bref, tout un tas de nouvelles petites règles qui viennent s'imbriquer à celles déjà présentes dans le jeu d'origine. On a l'air d'avoir quand même pas mal de matériel supplémentaire donc dans cette nouvelle extension. Et puis on a aussi un petit upgrade kit pour ceux que ça intéresse, pour ceux qui auraient la première version mais qui voudraient donc l'upgrader un petit peu. Ensuite, on a aussi une micro-extension Harbingers, cette fois-ci pour Chaos Order, donc le deuxième jeu dans l'univers de Sea Arcadians, mais qui ne sera donc pas compatible avec, j'ai oublié l'autre du coup, c'était quoi, Sea Arcadians First Light, donc attention à la différence, la distinction entre les deux jeux. Là c'est vraiment une mini-extension avec 12 nouvelles cartes de leader, 6 cartes d'attributs, 12 cartes de tactique, ainsi que 2 tokens de production supplémentaires. Donc là c'est une extension bien plus maigrelette, bien plus légère bien évidemment, et ça se ressentira également dans les prix. D'ailleurs, les prix, les voici. L'extension Harbinger, la petite mini-extension, sera quand même à 11€. C'est vrai que pour le contenu annoncé, c'est finalement pas donné, donc encore plus de raisons d'attendre la sortie en boutique. Pour ce qui est de l'extension Specialist, qui est un petit peu plus conséquente, c'est 25€. Bon, ça reste à peu près acceptable pour le coup. Ensuite, vous avez un pledge ici, Upgrader, qui vous permet d'avoir l'Upgrade Kit ainsi que l'extension Specialist, donc les deux cumulés pour aller faire une sorte de big box pour le jeu First Light plus l'extension Specialist, le tout pour 32€, mais il faudra bien évidemment posséder le jeu d'origine pour pouvoir l'intégrer à cette big box. Ensuite, un pledge qui cumule le jeu de base plus l'extension Harbinger pour Chaos Order à 60€. La même chose pour First Light avec l'extension Specialist pour 74€. Et puis ensuite, si vous n'avez rien mais que vous voulez tout, eh bien vous le pourriez également avec ce pledge New Sea Arcadian, 134€ pour les deux jeux plus les extensions qui vont avec. Ensuite, pour ce qui est des frais de port, pour l'Union Européenne, c'est 22$, mais néo-zélandais, donc il y a une grosse différence avec les dollars américains. Je n'ai pas les données sous les yeux, mais je pense que ça doit être de l'ordre de 15€ approximativement, j'imagine. Pour ceux qui seraient au Canada, ce serait approximativement la même chose, mais un petit peu plus cher, donc 26$ néo-zélandais. Pour le reste du monde, y compris le Japon où nous sommes donc, 36$ néo-zélandais, donc certainement aux alentours de 25$, j'imagine. Mais bon, à prendre avec des pincettes, j'ai pas le taux de conversion sous les yeux. Ensuite, est-ce qu'il y aura une TVA à ajouter par-dessus ? C'est vrai que j'aurais dû checker ça avant de commencer la vidéo, mais j'ai pas l'impression qu'il y ait de mention faite à propos d'une quelconque TVA, donc a priori, j'ai envie de dire que ça devrait être pris en compte dans le prix, parce que c'est pas mentionné, mais c'est pas toujours le cas, donc là encore, à prendre avec des pincettes. C'est peut-être d'ailleurs mentionné dans la FAQ de la campagne, on va quand même, par acquis de conscience, aller y jeter un coup d'œil. Je ne vois pas grand chose concernant non plus la TVA. Ah si, c'est ici. Oui, la TVA est bien incluse dans le prix annoncé dans la campagne, donc ça ne fera pas de petit ajout par derrière dans le Pledge Manager. Et puis également pour ce qui est des langues, on a uniquement l'anglais, mais ne vous en faites pas, vous aurez la version française en boutique de toute façon. Après, si vous êtes vraiment pressé de le recevoir et d'aller enrichir vos jeux de base avec ces deux extensions, vous le pourrez, mais ce sera donc exclusivement en anglais. Voilà pour ce qui est de Sea Arcadians First Light pour l'extension Specialist, ainsi que pour Chaos Order Harbingers mini-extension également à suivre. 967 contributeurs 5 jours avant la fin de la campagne et près de 60 000€ d'engrangés. On continue avec un petit jeu en print and play à 5$, il s'agit de Artist Lime, qui dispose, comme vous le voyez ici, d'une version francophone, donc pour ceux que ça pourrait intéresser éventuellement et qui sont pas trop réfractaires au print and play. 167 contributeurs pour l'instant à 17 jours de la fin de la campagne et 1424€ d'engrangés, donc le jeu est largement financé. C'est toujours aussi simple comparativement de financer un jeu en print and play, bien évidemment, qui sera en plus livré tout de suite après la fin de la campagne. Ça nous vient du Mexique, c'est assez rare pour être signalé également,
et c'est un jeu qui nous vient de Roar Games, dont c'est le 3e projet sur Kickstarter, je ne connaissais pas du tout pour le coup. Artist Slime, c'est un petit jeu de gestion de main et de combo, puisqu'en fait vous allez avoir différentes cartes de slime, qui sont ces petites matières gluantes, qui auront chacun leur effet particulier, et puis aussi, comme vous pouvez le voir sur certaines cartes, comme ici au-dessus du purple, des petites combinaisons, en fait vous pouvez les fusionner un petit peu à la façon de Dragon Ball Z pour créer de nouvelles couleurs, et à partir de ces slimes que vous aurez fusionnés ou non, après avoir utilisé ou non leurs actions, vous pourrez aussi les utiliser pour aller créer des tableaux, parce que oui, au final, vous utilisez ces matières gluantes pour aller faire des tableaux un petit peu artistiques sur vos jolis canevas. Le tout pour 1 à 4 joueurs, pour 10 ans et plus, et pour des parties qui vont osciller entre 15 et 30 minutes. Voilà, c'est plutôt charmant, il y a 72 cartes à imprimer, c'est pas un matériel extraordinairement riche et lourd, donc même si vous l'imprimez, ça devrait pas vous coûter trop cher. En plus de ça, le pledge est à 5$ comme j'ai dit tout à l'heure. Reste à voir si ça peut vous intéresser, de voir un petit jeu de combo, de gestion de main assez simpliste certes, mais qui n'a pas l'air désagréable au demeurant. Voilà, c'est à peu près tout ce que je peux vous en dire. Comme j'ai dit tout à l'heure, au niveau des pledges, on est sur un pledge à 5$ de base pour avoir le PDF qui vous donne accès donc au fichier d'impression pour tout simplement pouvoir l'imprimer chez vous et y jouer par la suite après avoir fait une petite séance de découpage et éventuellement de slivage également. Également, on a un pledge à 15$ qui cette fois-ci vient avec 3 jeux en print and play, certainement les 2 précédents projets du même éditeur j'imagine, intitulés Kaikoro et Bako Dig and Write apparemment. Et puis également Star Helix, donc un 4e jeu également apparemment. Voilà, on a même un 39$ également pour une carte exclusive, mais bon, ouais, je sais pas si c'est vraiment très intéressant d'aller payer 39$, donc 24$ de plus pour une carte exclusive en PDF qui plus est. Donc c'est pas forcément très intéressant. Voilà pour ce qui est de Artist Slime, évidemment pas de frais de port, puisqu'il s'agit d'un print and play, je le répète. Donc voilà pour Artist Slime, disposant d'une version française qui plus est, 17 jours avant la fin de la campagne, 167 contributeurs pour le moment. Un très joli petit jeu japonais qui fait son apparition tout début janvier 2023, il s'agit de Fairy of Perfume, 167 contributeurs, le jeu est déjà financé avec près de 10 000€ sur 4 600 nécessaires à 25 jours de la fin de la campagne. Il s'agit d'un jeu de deck building sans cartes, parce que oui c'est possible, enfin si, il y en a quelques-unes pour être tout à fait honnête, mais en fait c'est un jeu de deck building mais qui utilise cette fois-ci des petites bouteilles de verre, donc on est sur un très joli petit matos comme vous pouvez le voir, la direction artistique est plutôt charmante. Alors certes, ça a ce petit côté un petit peu manga qui pourra éventuellement faire un effet repoussoir sur certaines personnes, on n'est pas tous forcément sensibles à ça, mais cette fois-ci le deck building est remplacé par du bottle building, comme ils le disent d'ailleurs ici, Bottle Building Action Game. Vous allez remplir des petites bouteilles de plein de petites gemmes de plastique, c'est assez charmant visuellement, c'est vrai que ça donne plutôt bien. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs, pour 6 ans et plus, donc très accessible, hein, quasiment, enfin même pas quasiment, carrément, un jeu familial qui se joue pour environ 30 minutes de la partie. Donc vraiment un jeu très accessible, mais avec un matériel assez charmant, assez joli, et qui propose donc un petit twist sur la notion de deck building, puisque celui-ci est remplacé par du bottle building. Et donc vous allez, avec vos petites fées, eh bien, construire les meilleurs parfums. Je crois que, on s'en fout un petit peu du lore pour être tout à fait honnête, hein, il n'a aucune importance au niveau des mécanismes de jeu, mais vous êtes un humain parmi des petites fées, hein, vous allez pénétrer ce monde des fées par une manière ou une autre, on s'en fout un petit peu, et vous allez donc essayer de produire les parfums les plus captivants, les plus susceptibles d'exciter l'équivalent de vos papilles, mais au niveau nasal, et je ne connais pas le mot en question, donc je vais passer très rapidement. Quoi qu'il en soit, pour ce qui est du gameplay, bon, c'est rapidement présenté ici, on va donc sortir des petites ressources de notre bouteille personnelle, c'est plutôt charmant, c'est plutôt très joli. En fonction de la couleur qui va en sortir, eh bien on va pouvoir activer différents effets. On imagine que certains vont vous permettre d'avoir des ressources différentes, d'autres vont vous permettre d'accomplir des actions différentes et ainsi de suite. Et vous pourrez aussi débloquer certaines compétences de votre fiche de personnage en allant apposer des cubes, ce qui correspondent plus ou moins à autant d'expériences qui seront nécessaires pour aller débloquer les dites compétences. Ensuite, vous voyez un petit peu ce que ça peut donner en termes de présence et de direction artistique sur la table, c'est plutôt très charmant, je suis très curieux, et c'est vrai qu'il s'agit d'un jeu japonais, donc j'ai quand même cette petite tendresse particulière pour certains projets japonais, surtout quand ils sont aussi joliment présentés que celui-ci, même si la direction artistique est pas trop ma cam, mais c'est quand même très joliment réalisé,
et cela d'être relativement accessible comme vous le voyez, 6 ans et plus, donc je pourrais même y jouer avec éventuellement mon neveu ou dans quelques années avec mon fils également. Je pourrais même être mauvaise langue et dire que je pourrais y jouer avec ma femme, mais ce serait vraiment pas très sympa. C'est juste que c'est, comment dirais-je, une personne qui n'apprécie pas particulièrement les jeux de société, donc c'est beaucoup plus facile de, comment dirais-je, réussir à l'inviter vers un jeu qui, en plus déjà est en japonais et est relativement facile d'accès comme ça peut être le cas ici. Voilà, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, ma femme n'est pas débile. Ensuite, continuons donc le plateau central, les petites bouteilles en verre ou en plastique, je ne sais pas très bien, les plateaux individuels, les ressources, et c'est après tout en termes de matériel, donc c'est pas un jeu extrêmement chargé en termes de matériel, même si le matériel en question est plutôt joli. Et vous allez voir que le prix est pas donné pour ce qui est contenu. Ceci dit, notez également en termes de timeline que le jeu devrait théoriquement être livré à partir de mai, donc certainement entre mai, juin, juillet, août. Il y aura certainement peut-être un petit peu de retard. Je dis certainement et peut-être dans la même phrase parce que je ne sais pas parler français. On continue, juste pour le clin d'œil, c'est l'œuvre de Shirota Chika, donc une jeune créatrice de jeux, c'est son premier jeu apparemment d'après ce qu'elle nous dit ici, et elle est habituellement, comment dirais-je, pas gérante, mais elle est employée d'un café à jeux de société à Tokyo. Je n'ai pas l'occasion d'y aller bien évidemment, mais ce serait sympa éventuellement d'aller tester le jeu avec la créatrice bien évidemment. Ensuite, pour les frais de port et pour le prix, les frais de port sont pas indiqués ici, j'ai l'impression. On va aller voir directement ici pour ce qui est du prix d'abord. Et je vous le disais tout à l'heure, c'est pas donné pour le contenu, puisque le jeu seul coûte donc 6500 yens, soit 47 euros. 47 euros pour le contenu que je vous ai présenté juste avant, que je vais vous remontrer ici. Donc le plateau central, les plateaux individuels, ils sont 4, les bouteilles que j'imagine être en verre, plus les petites ressources en plastique. Tout ça pour 47 euros, c'est quand même pas donné, et pourtant l'euro est actuellement relativement fort comparé au yen qui lui est plutôt faiblard ces derniers temps. Donc on est quand même sur un jeu relativement cher pour le contenu proposé. Et puis pour ce qui est des frais de port, je n'ai pas vu de mention faite à ce propos ici. Donc on va peut-être essayer de chercher, mais... Tiens, il n'a pas envie que je sélectionne un pays, visiblement. Ah si, ça y est. 1000 yens pour le Japon, donc pour nous c'est quand même pas très cher, mais bon, le jeu l'est quand même pas mal. Pour la France c'est 5000 yens, donc ça va certainement équivaloir à quelque chose autour de 38, 39, 40 euros, et c'est là que le bas blesse, ça fait très mal en termes de frais de port. Après, s'il y a 1, 2, 3 personnes qui me demandent éventuellement de le prendre et ensuite de vous le refiler une fois que je fais un petit passage en France, éventuellement ça peut se faire, mais je pourrais pas le faire pour beaucoup de monde bien évidemment. Et ma foi, c'est à peu près tout pour Fairy of Perfume, qui a l'air d'être charmant, qui est financé qui plus est, mais qui est quand même assez cher si on prend en compte le contenu, et en plus les frais de port pour l'Europe sont complètement pétés. D'ailleurs, par curiosité, petit détour du côté de l'onglet communauté, ouais, 130 contributeurs sur 160 sont japonais. Est-ce qu'il y a des Français? Il y a un Français quelque part perdu, à moins que ce ne soit un Japonais vivant en France, allez savoir, dans les pledges. Il y a également un pledge de Porto Rico. Voilà pour ce qui est de Fairy of Perfume. Celui-ci fait un petit peu mal au cœur, il faut être tout à fait honnête, c'est quand même pas loin d'être un bid, et pourtant le jeu avait l'air d'avoir un beau petit potentiel. Il s'agit de The Last Doge, le projet de Don't Panic Games, leur deuxième projet sur Kickstarter pour l'éditeur français qui nous vient de Paris. Le premier projet sur Kickstarter pour eux à l'époque était, et là c'est le gros suspense de ma connexion internet qui ces dernières semaines est vraiment piteuse. D'ailleurs pour ceux qui regardent éventuellement les émissions que l'on fait avec notre cher ami et collègue Nix, eh bien vous aurez peut-être pu le constater, ma caméra freeze, ça me fait des très jolis visages, pas du tout ridicules. Du coup j'espère que la connexion va rester relativement stable, mais vraiment là ça veut pas du tout s'ouvrir. Bref, quoi qu'il en soit, ils avaient déjà fait un projet sur Kickstarter il y a quelques temps, et ils reviennent avec The Last Doge, leur deuxième projet Kickstarter, qui verra son chemin rencontrer celui des boutiques bien évidemment à terme, mais qui pour l'instant sur cette seule campagne Kickstarter fonctionne pas des masses. Et il faut dire que peut-être la présentation de la campagne des pledges était pas forcément idéale. On va voir ça un petit peu plus bas. Mais pour l'instant, comme vous le voyez, 174 contributeurs, 13 000 euros d'engrangés sur 20 000 nécessaires. On est à peu près aux 2/3 de financement de la campagne. On n'est pas si loin du seuil, mais c'est vrai que quand on atteint
À peine 65-66% de financement à la fin de la première semaine, c'est rarement très bon signe. Est-ce que Don't Panic va aller au bout de la campagne parce que ça va vraisemblablement financer malgré tout, ou est-ce qu'ils préféreront annuler pour potentiellement faire une campagne de promotion, de communication un peu plus intense avant une prochaine campagne éventuellement, parce que je pense que The Last Doge a un joli petit potentiel et il pourrait faire bien mieux que ce qu'il ne fait actuellement sur Kickstarter, d'autant plus que vous le voyez, c'est un jeu qui dispose d'une très belle direction artistique qui vous plonge dans un monde post-apocalyptique, donc plus précisément dans une Venise post-apocalyptique. C'est un jeu qui vous propose différents mécanismes imbriqués les uns avec les autres, relativement accessibles, c'est un jeu très très abordable, pour 2 à 5 joueurs, pour 45 minutes la partie. On n'a pas ici d'indication vis-à-vis de l'âge, mais je pense qu'on est autour de certainement 10 ans et plus, certainement. On a des jeux, des mécanismes d'action, d'exploration, de gestion de main également, et puis également une facette de memory, puisque les quartiers de la ville de Venise sont cachés comme vous pouvez le voir ici, et il y aura différents quartiers que vous pourrez révéler ou non, selon votre bon vouloir, en donnant plus ou moins d'informations aux autres personnes, en essayant de découvrir de plus en plus de trésors de civilisations anciennes, en fait la nôtre tout simplement, qui sont considérés comme des trésors dans l'univers post-apocalyptique de The Last Doge. Et puis au final, on aura à cœur d'aller chercher le gros trésor central du jeu avant de déclencher la fin de partie. Et à ce moment-là, tout le monde devra essayer de fuir la cité des Doges, justement, sans se faire détruire une grossièreté pour commencer l'année, par le fameux Doge, donc le fameux boss qui règne et qui veille au grain dans l'absence d'humains en fait, qui ont déserté bien évidemment la cité des Doges. Donc je le disais tout à l'heure, exploration, gestion de main, un petit peu aussi de memory bien évidemment, c'est un des mécanismes qui peut-être potentiellement repousse certaines personnes. Je sais que moi personnellement c'est le truc qui m'attire le moins dans le jeu, l'aspect memory, même si c'est pas la seule chose intéressante du jeu, c'est quand même assez prégnant et j'avoue que le memory c'est pas un truc qui m'attire particulièrement pour ma part. Les règles sont bien évidemment disponibles en français, le jeu lui-même le sera bien évidemment aussi. Vous avez 3 niveaux de pledge si mes souvenirs sont bons. Le pledge NSI que vous voyez ici à 30€, donc vraiment très abordable, avec le contenu que vous voyez ici avec les petits standees en carton, les plateaux de joueurs individuels avec j'imagine un petit peu peut-être d'asymétrie mais à vérifier, les cartes de district, toujours aussi bien illustrées, vraiment une très belle direction artistique, les artefacts, les cartes d'action que l'on pourra utiliser au cours du jeu, et puis les petits tokens de trophées. Voilà, le tout pour 30€, donc très abordable. Ensuite, pour le double du prix, on a le pledge Doge Pledge, donc le double du prix pour la même chose, plus une couverture de boîte un peu plus, classe, il est vrai, même si l'illustration de base est très jolie aussi, mais c'est vrai que le noir et doré, c'est quand même, ça sur ce petit effet un petit peu waouh, c'est joli. Plus les miniatures de vos personnages, donc ça, c'est vrai qu'en termes de d'effet waouh sur la table et un petit peu d'immersion, c'est un peu plus sympa, même si du coup elles sont pas peintes, donc peut-être que les standees plairont plus à certaines personnes. Et puis les stretch goals, mais en l'état, le jeu n'étant pas financé, ça justifie pas tellement le fait de payer le double. Et c'est vrai que du coup, les stretch goals apparemment, ou les premiers stretch goals en tout cas, ont été révélés un petit peu tardivement, ce qui fait que du coup, le fait de présenter un pledge qui coûte le double du prix du jeu d'origine, pour seulement une couverture de boîte différente, c'est pas une couverture d'ailleurs, c'est juste la boîte qui a un design différent, excusez-moi, plus 5 miniatures, c'est quand même très 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 cher pour un ajout assez modéré. Et ensuite on a aussi un all-in pledge à 100€, donc on va ajouter carrément le triple du prix, même un peu plus du triple du jeu de base, pour avoir la même chose que ce pledge ici, donc la boîte un peu particulière, les miniatures, plus tous les add-ons qui seront présentés durant la campagne. Mais là aussi, c'est peut-être un tout petit peu maladroit, dans le sens où les add-ons, je crois, n'étaient pas présentés d'office d'entrée de jeu durant la campagne, donc c'est un petit peu dommage de ce point de vue-là. En termes d'add-ons, justement, on a un playmat à 20€ qui vous permettra d'aller composer votre cité sur un tapis de néoprène. C'est pas nécessaire, mais ça peut avoir son utilité, et puis c'est toujours un petit peu plus agréable, ça évite aussi que les cartes ne glissent trop, etc. etc. Donc les playmats en général, c'est plutôt très sympa, même si c'est pas nécessaire du tout.
Ensuite, pour l'instant, vous le voyez, c'est tout en termes d'add-on. On aura certainement, j'imagine, des extensions, des accessoires comme ils le disent ici, mais pour l'instant, le seul qui a été dévoilé, c'est un playmat, et c'est vrai que c'est pas très encourageant du coup, parce qu'on sait qu'on a un pledge assez conséquent qui s'accompagne des add-ons, mais les add-ons en question sont pas dévoilés, donc du coup ça donne pas spécialement envie d'aller pledger au niveau maximal, donc ils sont, je pense, tirés un petit peu une balle dans le pied en termes de communication. Les premiers stretch goals sont présentés ici, on aura de nouvelles cartes d'action, notamment des nouvelles cartes de district, de nouveaux artefacts et ainsi de suite, mais pour l'instant rien n'est débloqué, donc c'est vrai que ça sent pas très bon pour l'instant en l'état. Les différentes tribus que vous pourrez utiliser au cours de vos parties, et ensuite on va passer directement également au frais de port. Je prends une seconde également pour vous encourager à aller voir les vidéos du renard ludique, mais également de Tu joues ou quoi, et bien évidemment de notre très cher Nyx qui en a fait une présentation également pour en apprendre un petit peu plus sur les mécanismes qui régissent le jeu de The Last Doge, bien évidemment. Les frais de port, disais-je, je ne les vois pas. Ils sont peut-être ici, ouais, c'est ça. Shipping policy, ça va être entre 10 et 20 euros, donc du simple au double quand même, pour ce qui est de l'Union Européenne, donc France, Suisse comprise, même si c'est pas l'Union Européenne pour le coup. Enfin, c'est l'Europe de l'Ouest en réalité, c'est pas l'Union Européenne. Donc 10 à 20 euros, ça dépend où vous êtes, mais du coup ça va du simple au double. Ça manque un petit peu de précision également de ce point de vue-là. Et puis pour ce qui est du reste des pays que vous voyez ici, comme le Canada par exemple, c'est entre 20 et 36 euros, donc ça presque du simple au double là encore. Et puis pour nous qui sommes au Japon, apparemment ce serait entre 25 et 50 euros, donc du simple au double également. Donc bon, peut-être quelques petits soucis de communication en début de campagne qui l'ont un petit peu plombé, et c'est dommage parce que The Last Doge a certainement un joli petit potentiel, mais je pense qu'à terme de toute façon on devrait le retrouver en boutique. Voilà pour The Last Doge. On continue avec un second projet de print and play pour cette semaine, il s'agit de All-In, petit jeu de mots assez marrant pour tous les amateurs de Kickstarter, le All-In ça parlera bien évidemment, mais l'origine c'est un terme de poker qui est également la thématique centrale de ce jeu qui nous vient d'Italie et précisément de Pier Paolo Paoletti, premier projet de Kickstarter pour lui. Et donc 274 contributeurs, 2500 euros d'engrangés, le projet est donc largement financé puisqu'il y fallait 1 euro seulement, 26 jours avant la fin de la campagne. Et je vous le disais, c'est un jeu qui met en avant, comment dirais-je, la thématique du poker et qui apparemment se donne pour mission de retranscrire un petit peu les sensations que l'on peut rencontrer lors d'une partie de poker, mais avec un jeu de flip and write. C'est une promesse assez particulière, assez originale. Il fallait vraiment y penser, faire un flip and write sur l'univers du poker, avec des combos à imaginer également. Je me suis pas penché plus que ça sur les mécanismes parce que je suis pas très intéressé par les jeux en print and play de manière générale et le poker non plus à vrai dire, mais j'avoue que le jeu a l'air d'être relativement original, il y a plein de petites combinaisons à imaginer et le premier qui réussit à compléter une main va gagner des petits des équivalents de jetons de poker, mais donc imprimés, à moins que vous ne jouiez avec vos propres jetons de poker potentiellement. Il y a plein de combinaisons à aller imaginer, ça a l'air d'être assez original ma foi, même si, encore une fois, je le répète, je n'ai pas vraiment bossé tellement le sujet parce que bon, les print and play, c'est pas trop mon truc. Pour l'instant, il n'y a pas de version francophone, comme vous pouvez le voir, il y a de l'anglais, de l'italien et de l'espagnol. Bon, avant de faire de l'espagnol, de l'italien, enfin non, l'italien ils sont italiens donc c'est normal, mais avant de faire de l'espagnol, je pense que le français aurait été plus logique, il y a un plus grand public, mais pour le coup, pour l'instant en tout cas, c'est pas le cas. Mais apparemment les les traductions sont assurées par les membres de la communauté eux-mêmes, donc peut-être que tout simplement aucun francophone ne s'est proposé pour effectuer cette fameuse traduction. Donc voilà, pour 4 euros, c'est quand même un risque assez léger pour un jeu qui a l'air d'être relativement original. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ma foi, parce que j'ai l'impression qu'on voit plein de trucs ici au niveau des pledges, alors qu'en fait il n'y a qu'un seul pledge, Oui c'est ça, all-in pledge 4 euros, oh, il n'y a rien de plus que ça à dire, il y a même une petite variante solo qui est actuellement en cours de développement, donc à noter là aussi. À 30 euros, un autre pledge qui vous permet éventuellement de tout simplement avoir des cartes de roi, de reine, etc. à votre effigie. Donc une sorte de pledge mécénat qui vous permet d'avoir un peu plus d'immersion, un petit côté fun, puisque vous aurez votre propre personnage inclus dans le jeu. Voilà pour ce qui est de la présentation, évidemment pas de frais de port puisque c'est un jeu en print and play. Voilà pour ce qui est de All-In, 275 contributeurs, 2540 euros d'engrangés. Par curiosité, y a-t-il des Français sur le coup 4 Français seulement sur All-In. Vous me direz ce que vous en pensez.
On enchaîne tout de suite avec Phantom Epoch, un jeu coopératif RPG avec, comment dirais-je, un univers un petit peu sci-fi, science-fiction, fantaisiste. C'est un peu un jeu RPG dungeon crawler avec une campagne persistante qui vous propose plus de 40 missions, de la progression de personnages bien aimants avec de nouvelles compétences qui vont venir se débloquer au fur et à mesure, du combat tactique et puis quelques petites miniatures qui ont l'air d'être plutôt joliment réalisé, même si c'est un petit aspect comics qui personnellement m'attire pas outre mesure. C'est pour 1 à 4 joueurs, pour 45 minutes par joueur autour de la table, donc attention, ça peut faire des parties relativement longues, pour 14 ans et plus, et pour l'instant, sans aller jusqu'à dire qu'ils se sont pris les pieds dans le tapis, c'est pas non plus un superbe résultat. 162 contributeurs, 20 000 € d'engrangés sur 30 minutes nécessaires. Bon, pour une première campagne, il faut le savoir aussi, ça nous vient du Canada et de Doteira Games, dont c'est le premier projet sur Kickstarter. Donc, effectivement, le temps de se faire un nom, d'attirer les gens, c'est pas forcément évident lors d'une première campagne. 20 000 €, c'est pas du tout ridicule. 162 contributeurs, certes, c'est trop léger. On peut vraisemblablement penser que la campagne devrait pouvoir arriver à financement à terme, puisque vous le voyez, la campagne sera particulièrement longue, 56 jours, c'est du jamais vu, donc ça devrait pouvoir financer à terme, mais pour l'instant, c'est pas un résultat glorieux non plus, soyons tout à fait honnêtes. Et en même temps, quand on parcourt un petit peu la campagne, on se dit que il n'y a pas grand chose qui vient le différencier de tout un tas d'autres jeux RPG dungeon crawler sci-fi, coopératifs. Donc, bon, c'est vrai que tirer son épingle du jeu dans un univers particulièrement compétitif, pas parce que c'est un jeu compétitif, mais parce qu'il y a beaucoup du jeu dans le même registre, dans la même catégorie, qui viennent boxer dans la même catégorie, et effectivement, c'est difficile d'aller débloquer un résultat vraiment très conséquent. Vous le voyez, c'est un jeu quand même assez riche. On a uniquement 6 miniatures avec leur petit compteur que vous voyez ici. On a ensuite plein de petits standees d'ennemis, plein de cartes dans tous les sens, on a plus de 600 cartes dans le jeu, plus de 226 tokens, et puis également ça reprend ce matériel que l'on voit de plus en plus depuis 4-5 ans, depuis Gloomhaven particulièrement, qu'il a vraiment démocratisé, à savoir le livret de campagne à spirale, qui va également remplacer les plateaux de jeu en fait, tout simplement. Vous aurez, je crois, quelques petits plateaux pour vos personnages, mais pour ce qui est de la progression sur certaines maps, et pour ce qui est des combats tactiques également, ce sera directement au sein d'un livret à spirale, comme vous pouvez le voir ici, et qui contient donc plus de 40 missions apparemment. Le pledge de base est également très cher, c'est aussi une raison supplémentaire à mon avis pour expliquer le manque d'attrait, de succès de cette campagne pour le moment en tout cas. 135 $ pour le pledge de base avec seulement 6 miniatures. C'est assez peu, soyons honnêtes. On est plutôt habitué pour des jeux à 135 $ à des propositions de l'ordre de 50 voire 100 miniatures. Là, c'est 6 miniatures. Certes, il y a plein de standees, certes, il y a des enveloppes à aller débloquer au fur et à mesure de notre progression, certes, il y a un tas de cartes, certes, il y a un tas de tokens, certes, à produire, les petits livrets à spirale sont pas forcément gratis non plus, bien évidemment, mais quand même, ça me semble un petit peu léger en termes de matériel pour ce qui est du prix annoncé en l'état. Soyons assez honnêtes là-dessus. Donc, au-delà de ça, la direction artistique, moi personnellement je suis pas convaincu, je sais pas ce que vous en penserez, ça c'est pas vilain, c'est pas vilain du tout, mais ça me semble assez quelconque, et la direction artistique est pas fantasmagorique non plus, soyons tout à fait honnêtes. Mais bon, je crois que c'est le seul pledge disponible actuellement, il me semble d'ailleurs, sachant que, comme je l'ai dit tout à l'heure très brièvement, vous aurez aussi des éléments un petit peu de legacy que vous pourrez être amené à débloquer au fur et à mesure de votre progression, donc de nouvelles, comment dirais-je, pas de nouvelles factions, mais de nouveaux archétypes de personnages que vous pourrez utiliser pour aller modifier le vôtre, etc. Donc c'est pas inintéressant au demeurant, mais il n'y a pas grand chose qui vient le différencier de tout un tas de jeux qui sont un peu dans le même registre, et en plus de ça, il est quand même assez chéro, faut être honnête. Version française non disponible qui plus est, même si c'est un jeu canadien. Vous pourrez tester le jeu éventuellement sur TTS pour ceux qui sont le plus intéressés par le projet potentiellement. Le livret de règles est disponible ici en anglais, mais pas en français malheureusement. Ensuite, on va passer directement aux frais de port avant d'en terminer sur cette campagne.
On est ici à 35$ de frais de port pour le Canada, alors que c'est justement le pays d'origine du jeu, donc c'est quand même assez cher. Pour ce qui est de l'Union Européenne, 55$ de frais de port. C'est quand même chaud l'abricot, pour reprendre une expression d'une abonnée que nous avons pu rencontrer récemment, un couple d'abonnés qui nous venait de Nouvelle-Calédonie, qui est venu nous voir à l'occasion d'un petit détour par le Japon. Donc voilà, chaud l'abricot au niveau du prix des frais de port pour la France. Hein, voilà, je me permets l'emprunt de cette formidable expression très très parlante. Et puis pour ce qui est de la Suisse, c'est la même chose, 55$ de frais de port. Pour nous qui sommes au Japon, ce serait 50$, mais finalement un petit peu moins cher que pour vous en Europe. C'est assez rare pour être souligné, mais ça reste quand même très cher, plus les 135$ du jeu lui-même. Mais bon, il y aura aussi un petit peu de game trace par-ci par-là si ils sont débloqués, ce qui n'est pas forcément garanti non plus. Il y aura peut-être aussi un nouveau personnage avec une miniature, donc le Volanen que l'on voit ici. Mais bon, ça fera quand même pas beaucoup de miniatures au final. Et ma foi, c'est à peu près tout pour ce qui est de Phantom Epoch, 162 contributeurs, 20 000€ d'engrangés, mais pour l'instant, le projet n'est pas encore financé. Et du coup, on va pouvoir maintenant passer aux 2 derniers projets de la semaine, les gros projets de la semaine que j'ai inclus dans cette catégorie, parce que, soyons honnêtes, il n'y a pas grand chose à mettre sous la dent, même si quand même, ils sont pas dénués d'intérêt, loin de là. Le premier gros projet de cette semaine, il s'agit de Orc-Quest Warpath Resurrection. On avait déjà vu une résurrection il y a quelques mois sur Kickstarter avec la deuxième campagne, refonte de la deuxième campagne de Euthia, qui avait été repris par Steamforged Games, si mes souvenirs sont bons, après un échec sur GameFound pour l'extension. C'est le cas également pour Orc-Quest Warpath, qui avait fait l'objet d'une première campagne en 2018-2019, si je me souviens bien, par Maze Studio, un studio français, qui, malgré une campagne qui avait été couronnée de succès avec plus de 2500 contributeurs à l'époque, n'avait pas abouti, le jeu n'avait pas été livré, et du coup, Monolith, autre éditeur français, s'est emparé de la licence et a décidé de mener le projet à terme. Donc tous les backers de la première heure, donc il y a déjà 4 ans, 5 ans si mes souvenirs sont bons, auront également leur pledge, mais pour ce faire, il fallait financer cette nouvelle campagne via des nouveaux backers, donc un petit peu de sang neuf, et c'est ce qui s'est produit avec actuellement 2760 backers et 264 000€ d'engrangés sur 200 000 nécessaires. On avait un seuil de financement honnête, ce qui est assez rare pour être signalé là aussi. Et donc le projet est financé et Orc-Quest va enfin voir le jour après plus de 5 ans, après la première campagne sur Kickstarter, qui pourtant avait rencontré un assez grand succès, mais qui n'avait finalement pas été livré. Et donc, pourquoi je vous disais quelques minutes que ce sont des jeux que j'ai placés dans cette catégorie parce que il n'y avait pas grand chose à se mettre sous la dent cette semaine. En réalité, Orc-Quest, c'est un gros projet, certes, mais comme j'ai dit, c'est un projet qui refait une apparition et qui aurait déjà dû être livré depuis belle lurette. Et du coup, c'est pas un projet qui nécessite vraiment une présentation très détaillée, dans le sens où c'est un jeu qui a déjà fait une première apparition. C'est un jeu assez cher avec énormément de figurines, on est sur un jeu kiloplastique, comme c'est souvent le cas, si mes souvenirs sont bons, chez Monolith, avec 991 cartes, vous le voyez, 44 dés, 32 quêtes, 2 énormes boîtes, 426 tokens, 27 plateaux double face et tout plein de mini, avec un jeu coopératif pour 1 à 6 joueurs. C'est assez riche, comme vous vous en doutez, en termes de matos, vous le voyez, c'est assez conséquent. On est sur des parties de 90 minutes environ, pour 14 ans et plus, et le jeu sera bien évidemment, puisque c'est Monolith, disponible en version francophone, évidemment. Donc, pour le reste, c'est un jeu coopératif dans l'univers de Orc-Quest, puisque Maze, avant de pondre Warpath, avait fait un autre jeu dans le même univers, mais uniquement basé sur des cartes, qui avait plutôt bien marché. Donc on partage le même univers, mais cette fois-ci en coopératif, en dungeon crawler, pour 1 à 6 joueurs, je le disais donc, où vous allez incarner des orques. C'est assez rare, cette fois-ci ce ne sont pas des humains qui vont dézinguer des orques, mais bien des orques qui vont dézinguer tout ce qui est autour d'eux, en fait, tout simplement. Et c'est un jeu, comme je disais, très très riche en matériel, bien évidemment, donc très très cher également, on va le voir assez rapidement.
Donc, pour ce qui est du contenu, vous le voyez ici, 172 miniatures, très 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 joliment réalisées, en tout cas pour le peu que l'on peut en voir. Je ne sais pas si ce sont vraiment des impressions ou des renders 3D comme on dit, donc des aperçus 3D enfin pré-impression, oui pré-impression. Je ne saurais pas vous le dire, mais en tout cas elles ont l'air d'être de très 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 belle qualité. Et ça devrait certainement être un plaisir à peindre pour tous les amateurs de peinture sur figurine, ce dont je ne fais pas partie malheureusement, même si j'aimerais bien un jour pouvoir essayer potentiellement, mais je doute d'avoir un quelconque talent en la matière. Quoi qu'il en soit, voilà tout le matos que vous aurez potentiellement à vous mettre sous la dent. Il y a beaucoup de matos, énormément de scénarios, de quêtes à aller accomplir. Vous pourrez bien évidemment, je pense, hein, si mes souvenirs sont bons, eh bien faire, comment dirais-je, progresser vos personnages au fur et à mesure de vos aventures. Vous aurez des custom dans tous les sens. Vous aurez des plateaux qui seront tout autant de donjons que vous pourrez aller explorer. C'est un jeu très 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 riche avec 27 plateaux double face pour aller composer tout autant de donjons. Bien évidemment, j'imagine qu'il y a même des donjons que l'on peut aller créer par soi-même en alignant différents plateaux selon notre bon vouloir. On pourra certainement créer des scénarios un peu fan-made, si je puis dire. Donc voilà, et on va aller directement s'orienter vers le prix, parce que je pense que vous connaissez déjà un petit peu le projet, vous avez un petit peu vu ce à quoi ça ressemble. Certes, je pourrais simplement dire ce que j'ai dit précédemment pour Phantom Epoch, la même chose, à savoir qu'est-ce qui vient différencier véritablement ce jeu de la pléthore d'autres dungeon crawlers coopératifs du même acabit. Ben, ma foi, je saurais pas vous le dire. Ça m'a l'air d'être très très similaire à ce qu'on a déjà vu des dizaines de fois. Et en cela, je pourrais pas vraiment faire la promotion du jeu, hein, je ne saurais pas vraiment vous dire ce qui en fait un jeu indispensable pour tout amateur de dungeon crawler. Quoi qu'il en soit, je parlais donc du prix, on va aller voir tout de suite ce qu'il en est, même si vous l'avez peut-être vu en haut de la campagne, au niveau de l'illustration d'accueil, c'était également inscrit. Alors, donc, le temps de retrouver ça rapidement, même si je galère un petit peu comme vous le voyez. On a les livrets de règles disponibles en anglais et certainement quelque part en français aussi, je pense, mais je ne le trouve pas pour l'instant. Quoi qu'il en soit, on essaie de trouver toujours les frais, pas les frais de port, mais les prix, et pour l'instant, je galère comme un porc. Bah écoute, je ne l'ai pas trouvé, mais en même temps, il était affiché tout en haut, et il n'y a qu'un seul niveau de pledge, il est ici, à 135 €. Donc oui, c'est un jeu qui coûte cher, mais en même temps, vous avez vu que le matos est présent, et quand on compare le prix de Orc-Quest Warpath avec celui de Phantom Epoch dont j'ai parlé juste il y a quelques minutes, et ben on se rend compte que c'est le même prix avec beaucoup plus de miniatures. Donc évidemment, c'est vrai qu'en termes de quantité, enfin de ratio quantité-prix, est plutôt en la faveur de Orc-Quest. Quoi qu'il en soit, 135 € pour toutes ces miniatures, les 59 stretch goals du premier projet, hein, bien sûr, parce que je le rappelle, hein, je l'ai déjà dit tout à l'heure en début d'intervention, tous les backers de la première heure, hein, de la première campagne il y a 4-5 ans, recevront également leur jeu. Hein, donc à noter, à souligner et à saluer quand même, c'est une très belle initiative de la part de Monolith, d'autant plus que le jeu, vous le voyez, sera livré théoriquement, en tout cas si tout va bien, en octobre 2023, donc pas de 1 an et demi, 2 ans à attendre, mais simplement 8, 9, 10 mois, peut-être quelques mois de retard potentiellement, mais on devrait recevoir assez rapidement le jeu. Pour ce qui est des frais de port, pour le Canada, ça va osciller entre 37 et 42 € de frais de port. Pour ce qui est de la France, mais également de la Belgique ou encore du Luxembourg par exemple, ce sera entre 27 et 34 €. Pour nos amis suisses, 39 à 48. Pour le reste de la francophonie, vous avez quelques dom-tom ici avec la Réunion, la Martinique, la Guadeloupe, le Mayotte, etc. 80 à 89, faut vraiment le vouloir, faut vraiment être très très motivé pour mettre la main sur cette campagne quand on vient de ces différents territoires outre-mer. Et puis enfin, pour ce qui est du Japon, juste par curiosité, 55 à 64 €. Attention aussi, il y aura un petit bifton en plus à sortir durant le Pledge Manager, puisque comme vous le voyez ici, cela n'inclut pas la TVA. Donc dans le Pledge Manager, vous aurez aussi, j'allais dire un bifton, mais c'est même plusieurs gros biftons à sortir, puisque le jeu coûte 135 €, donc certainement 25 € de TVA par-dessus lors du Pledge Manager, donc ça fera aussi un petit pesant d'or à dépenser en plus dans le Pledge Manager. Voilà ma foi tout ce que je peux vous dire pour Orc-Quest, et oui je sais que je suis passé assez rapidement sur la campagne et que j'ai pas tellement parlé du contenu en termes de gameplay parce que ça me semble être relativement classique en l'état.
Peut-être que ça l'était un petit peu moins il y a 4-5 ans quand le jeu a fait sa première apparition, mais en l'état, pour l'instant, de ce que je vois, on a des personnages avec un petit peu d'asymétrie par-ci par-là, on a des événements, on a des monstres qui vont popper, on a des cartes de compétences, des cartes de loot, des cartes d'événements qui vont venir impacter la partie. Ouais, certes, mais j'ai pas l'impression de voir quoi que ce soit de très original. Vous me direz si je me trompe, je ne suis de toute façon pas un grand connaisseur des jeux de dungeon crawler. J'attends vos retours sur le jeu, mais pour l'instant, en tout cas, de toute façon, c'est financé assez largement, avec 2761 contributeurs. Ceci dit, attention, il restera très peu de temps à la campagne lorsque vous verrez cette vidéo. 4 jours quand j'enregistre la vidéo, donc 3 jours lorsque vous verrez celle-ci, donc faudra pas trop perdre de temps si vous voulez évidemment en être. Voilà pour ce qui est de OrcQuest Warpath Resurrection. Et on termine ce premier menu crowdfunding de l'année 2023 par Among Cultists, a social deduction thriller. Près de 2000 contributeurs d'ores et déjà sur le projet, 132 000 € d'engrangés sur 20 000 € nécessaires, donc on est largement financé à 20 jours de la campagne, et c'est un jeu qui nous vient de Godot Games, que vous avez peut-être déjà aperçu sur Kickstarter, puisqu'ils sont derrière la campagne de Human Punishment, qui était également un jeu de déduction sociale, qui avait fait 1000 contributeurs à l'époque, puis 5000 pour une deuxième campagne, donc le bouche à oreille, j'ai eu beaucoup de mal à le prononcer celui-ci, le bouche à oreille sur la première campagne avait certainement été très positif, parce qu'on passe quand même de 1000 à 5000 sur la deuxième campagne pour Human Punishment, même si je ne l'ai jamais testé, les retours sont vraisemblablement plutôt très bons. Puis une nouvelle campagne Human Punishment The Beginning, qui était un standalone, qui a fait lui aussi près de 6000 contributeurs. Donc pour l'instant, Godot Games, eh bien, c'est un éditeur qui s'est vraiment focalisé, qui s'est, comment dirais-je, centré sur la création de jeux de déduction sociale, vraisemblablement, hein, si on en croit les 2 premières campagnes. En tout cas, je ne sais pas ce qu'il en est de Human Punishment The Beginning pour le coup. Est-ce que c'était aussi de la déduction? Je ne sais pas. Mais c'est encore le cas en tout cas pour Among Cultists, et pour ceux qui se poseraient la question, oui, c'est un jeu qui est basé sur le jeu vidéo Among Us, qui est un jeu qui a fait un énorme succès sur Steam. On avait beaucoup de gens qui regardaient des streams pour le coup, on a beaucoup de rediffusions sur YouTube notamment. J'ai jamais vraiment, comment dirais-je, je me suis jamais vraiment intéressé à Among Us, mais même moi qui ne m'y suis pas intéressé, j'en ai entendu parler. C'est vrai que c'est un jeu qui a fait un énorme succès sur Steam. Et donc on vient reprendre un petit peu les éléments de gameplay de Among Us, mais en y accolant une thématique un petit peu Lovecraftienne, mais sans la licence. Donc ici vous n'avez pas de mention faite de Cthulhu, etc. Mais en fait, eh bien, vous êtes dans une université, hein, comme par hasard. On reprend là aussi la thématique de Lovecraft, dans une université où eh bien, certains cultistes s'apprêtent à mener une sorte de, comment dirais-je, de rituel pour invoquer un énorme démon avec des tentacules. Donc voilà, toute comment dirais-je, similarité avec un quelconque monstre qui commence par Ct et qui finit par Ulu, et évidemment pas du tout un hasard. C'est vraiment pompé sur Cthulhu et sur l'univers de Lovecraft, mais avec le gameplay de Among Us, mais en jeu de plateau. Pour 4 à 8 personnes, pour des parties qui vont aller de 45 à 90 minutes, et c'est du 14 ans et plus. Vous le voyez ici également, on aura une version francophone pour l'ensemble du jeu, hein, les composants y compris, et pas seulement le livret de règles, même si j'ai l'impression qu'il y a assez peu, voire quasiment pas de texte sur le matériel lui-même. Vous le voyez également ici, la TVA est directement incluse dans le prix que vous verrez un peu plus bas, donc pas de TVA en plus par-dessus lors d'un quelconque Pledge Manager. Alors donc, regardons directement les pledges, avec ici le pledge de base, le Investigator Pledge à 50 €, relativement abordable. En plus, on peut aussi souligner une assez belle direction artistique, hein. Le matériel a d'être plutôt charmant, ça présente plutôt bien en tout cas. Donc le tout pour 50 € d'Investigator Pledge pour le jeu de base. Vous pouvez aussi vous orienter vers un pledge all-in pour tous les fans de jeux de déduction et pour tout ce qui est de l'univers un petit peu Lovecraftien. On allait en prendre le Great All-in-One Pledge à 94 €.
qui sera quand même apparemment si on les croit, 44 € moins cher que lorsque le jeu atteindra les boutiques. Cette fois-ci, le jeu de base s'accompagnera de 2 extensions intitulées Mountains of Chaos, qui vous proposent cette fois-ci, au-delà de l'université qui se trouve dans le jeu de base, cette fois-ci d'une mine que vous pourrez explorer, une mine abandonnée, dans laquelle il y aura aussi apparemment des ascenseurs. Il y aura aussi également un petit module de profession pour aller personnaliser un petit peu les personnages et pour aller ajouter un petit peu plus de tactique encore. Et puis, deuxième extension qui viendra accompagner ce Pledge All-In, c'est Down into the Abyss, donc seconde extension qui vous propose cette fois-ci de vous plonger sur une île perdue, une île abandonnée apparemment, autour de laquelle, semble-t-il, un monstre tentaculaire rôde. Donc encore une fois, toute comparaison avec Toulouse est évidemment complètement pas du tout hasardeux. Et puis également, vous aurez ce petit module assez sympa, le Your Party in the Game. Vous pourrez customiser vos plateaux de joueurs, que vous apercevez ici, si je ne me trompe pas, avec vos photos. Et ça, c'est plutôt très sympa. Donc j'imagine qu'ils ont conçu une sorte de petit logiciel très simple qui vous permet en fait de simplement coller votre photo à l'intérieur d'un emplacement particulier. Et à partir de là, vous pourrez donc recevoir des plateaux à votre effigie. Et ça, c'est quand même plutôt très sympa en termes d'immersion aussi, même si c'est vrai que bon, sans aller jusqu'à empêcher des joueurs extérieurs à votre groupe habituel de jouer, ils joueront avec la phase d'un autre de vos amis, quoi, en fait, simplement. Quoi qu'il en soit, on aura un petit peu de déplacement sur cette map immense de l'université que vous voyez ici, mais également des 2 extensions, évidemment. Donc vous pourrez vous déplacer pour aller débloquer certains événements et également rencontrer d'autres joueurs qui se trouvent autour de la table, sachant que ça reprend donc les mécanismes de Among Us, ce qui veut bien dire que au sein de votre groupe, il y aura des cultistes sous déguisement, disons qu'ils ne seront pas cultistes au grand jour, hein, aux yeux et à la barbe de tous, mais ils seront dissimulés parmi vous, les cultistes, et ils pourront également vous assassiner. Mais attention, c'est également le petit twist du jeu, il n'y a pas d'élimination de joueurs dans ce jeu, et ça c'est quand même le gros plus, c'est-à-dire que vous allez potentiellement vous faire assassiner par des cultistes, mais vous serez toujours présent dans le jeu sous la forme d'un fantôme, et apparemment vous ne saurez pas tout de suite que vous êtes mort, il faudra faire un petit contrôle pour savoir qui est encore vivant et qui est mort, ce qui permettra également aux cultistes de ne pas se dévoiler instantanément dès lors qu'ils tueront quelqu'un. Donc voilà, c'est assez intéressant de ce point de vue-là. Vous resterez actif dans la partie même si votre personnage est décédé, mais donc sous la forme de fantôme, ce qui, j'imagine, j'ai pas fouillé en détail, j'imagine, vous permettra également d'accéder à certaines compétences un petit peu différentes potentiellement. Donc on aura aussi des rencontres, comme j'ai dit tout à l'heure, on aura aussi des événements qui viendront entrer en cours de jeu à chaque fin de manche, puisque je me souviens bien qu'il y a 8 ou 9 manches, si mes souvenirs sont bons, et qu'à chaque manche, il y aura un événement qui viendra impacter l'ensemble des joueurs autour de la table. Ensuite, différentes actions, les investigateurs auront à cœur de trouver différents bouquin qui permettrait potentiellement de procéder au rituel, donc pour bloquer en fait les actions des cultistes. Les cultistes, eux, auront à cœur d'assassiner les investigateurs sans se faire repérer, voire même en jouant la comédie pour se faire passer pour des investigateurs, en participant partiellement à l'enquête, tout en assassinant des joueurs autour de la table. Ensuite, pour ce qui est des conditions de victoire, eh bien, les investigateurs ont 10 tours, et non 9 comme j'ai dit tout à l'heure, 10 tours pour chercher les points nécessaires ou éventuellement aussi voter contre tous les cultistes potentiels autour de la table, et une fois qu'il n'y a plus de cultistes disponibles autour de la table, enfin encore actifs autour de la table, eh bien c'est une condition de victoire instantanée. Et bien évidemment, dans le même temps, les cultistes, eux, auront pour mission d'aller saboter la mission des investigateurs, voire même d'aller les assassiner. Je rappelle également que le livret de règles est disponible en français et qu'il est déjà apparemment consultable ici, hein, la main vous l'indique d'ailleurs. Vous aurez quelques vidéos de gameplay ainsi que d'opinions de différents vidéastes, mais malheureusement pas en français pour l'instant, donc pour ceux qui voudraient en savoir plus, c'est un petit peu compliqué en l'état, mais pour ceux qui auraient déjà joué à Among Us, donc version jeu vidéo, apparemment vous aurez certainement des sensations un petit peu similaires à ce que pouvait proposer le jeu vidéo, mais avec cette fois-ci une thématique Lovecraftienne et un jeu de plateau qui vous permettra de jouer à 4 joueurs jusqu'à 8 joueurs, avec un matériel qui en plus est plutôt joli, c'est plutôt charmant, c'est plutôt bien réalisé, même si c'est pas extraordinaire, mais c'est plutôt
classe, plutôt joliment réalisé. Pareil pour ce qui est des extensions, hein, vous avez le plateau ici de la mine abandonnée avec différents meeples de profession, donc le fameux module de profession qui ouvrira encore plus de possibilités stratégiques, ainsi que les petits ascenseurs que vous pourrez ajouter sur certains emplacements de la mine, et puis l'extension Down into the Abyss avec cette fameuse île abandonnée, avec bien évidemment des dispositions de salles et d'exploration différentes pour chacune des extensions que vous aurez pu voir jusqu'à présent, ainsi que de nouveaux marqueurs de rôle, et puis également des plateaux d'obstacles qui ne sont pas présents dans le jeu de base non plus. Voilà. Et puis ici donc les petites photos de votre groupe de joueurs que vous pourrez donc ajouter sur les marqueurs directement, mais également sur les plateaux de personnages individuels. Donc ça c'est vraiment un add-on gratos vraiment super sympatoche. Je me demande à combien d'exemplaires c'est limité, parce que ça doit être assez cher de produire ça, puisque du coup si chaque joueur vient ajouter ses photos perso, ça veut dire qu'il y a tout autant de modèles uniques à aller imprimer, donc je me demande si c'est limité. Apparemment c'est pas le cas, donc j'imagine qu'ils ont dû concevoir du coup une sorte de petit logiciel qui vous permet de faire des économies d'échelle assez importantes, parce que sinon ça doit te coûter assez cher à produire. Quoi qu'il en soit, en l'état, les frais de port sont de l'ordre de combien ? On va essayer de trouver ça assez rapidement. C'est vrai que je disais une connerie tout à l'heure, j'ai parlé du français en disant qu'il n'y avait pas de vidéo, mais si, c'est pas une vidéo de gameplay, je dis, mais c'est une vidéo de review de l'école du jeu, qui vous en fait une vidéo. Je peux aller rapidement voir combien de temps elle fait, juste par curiosité, si la connexion marche. Oui, c'est le cas apparemment, avec une jolie pub. Du coup, je ne vois pas combien de temps dure la vidéo, et j'ai pas envie de mettre la pub non plus, donc on va essayer d'attendre les 5 secondes fatidiques pour pouvoir passer directement à la vidéo. Pour l'instant, on a déjà 1000 vues sur la vidéo quasiment de l'école du jeu, et c'est une vidéo qui fait 8 minutes, donc voilà, c'est très 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 court. Pour ceux qui voudraient en apprendre plus sur Among Cultists, eh bien JP est là pour vous. Ensuite, je disais tout à l'heure que je cherchais donc les frais de port, et c'est ici que ça se passe. Pour l'Union Européenne, et également le Canada, donc Belgique, mais également la France, c'est donc du 12 € pour le jeu de base, et 15 € pour le all-in. Pour la différence, donc 3 €, c'est vrai que j'aurais plutôt tendance à vous encourager à chercher le all-in, qui va certainement aller ajouter plus de rejouabilité avec des emplacements différents, des lieux différents, le module de profession également. Donc ça me semble plus intéressant, d'autant plus que les frais de port sont quand même assez peu différents. Gardez aussi à l'esprit que la TVA est incluse dans les prix, donc vous n'aurez pas de bifton supplémentaire à sortir lors du Play Manager, et ça c'est toujours bon à prendre. Ensuite, tous les autres pays de l'Union Européenne qui ne sont pas mentionnés ici seront à 18 et 20 €. Ensuite, pour nous qui sommes au Japon, où sommes-nous ? Je ne vois pas de JP où que ce soit, donc j'imagine qu'on est certainement dans le rest of the world, et si c'est le cas, c'est 40 ou 50 €, donc pour nous ce sera bien évidemment un grand et ferme non. Je serais intéressé par l'opportunité de tester le jeu un jour, pourquoi pas, même si les jeux de déduction ne sont généralement pas notre fort, mais par curiosité, je serais très curieux de l'essayer malgré tout, parce que c'est en plus un jeu qui est une refonte du jeu vidéo Among Us que j'ai jamais testé, mais qui a une célèbre réputation assez solide, donc voilà, pourquoi pas un jour, mais vraisemblablement pas pour backer, parce que les frais de port sont quand même très très conséquents. Petit truc assez fun aussi quand on consulte un petit peu la page de Godot Games, c'est que Godot Games, c'est beaucoup de Godot. Donc voilà, si vous êtes amateur du célèbre roman En attendant Godot, eh bien ils sont là les Godot, parce que vous voyez c'est toute la famille, ils ont embauché tout le monde dans la famille. On a Stéphane Godot, on a Andreas Godot et on a Marco Godot, toute la famille est là pour la logistique, pour le marketing et pour le game design. Donc voilà, c'est une affaire rondement menée. Voilà pour ce qui est donc de Among Cultists, qui pour l'instant se porte pas trop mal, avec 2000 contributeurs approximativement, 20 jours avant la fin de la campagne, une version francophone pour tous les amateurs du jeu, 130 000 € d'engrangés pour l'instant, donc le jeu est largement financé, vous me direz ce que vous en pensez. En l'état, combien de Français ou de personnes vivant en France à minima ? 58 seulement contributeurs français, c'est assez peu pour le coup, et je pense que de toute façon le jeu fera son chemin vers les boutiques à terme, mais je pensais quand même qu'il ferait un plus gros succès en France. Vous me direz éventuellement ce que vous en pensez, si vous êtes amateur de jeux de déduction. Pour le coup, c'est pas vraiment le cas chez nous, même si on aime beaucoup Veiled Fate, donc je serais curieux de tester Among Cultists pour voir si ça pourrait être le deuxième jeu de déduction sociale que je pourrais apprécier potentiellement.
Voilà pour cette semaine, cette première semaine de menu crowdfunding de 2023. Certainement un menu qui sera un petit peu en dessous de l'heure, ou peut-être 1 heure environ, on verra bien selon le montage. Donc je vous remercie de m'avoir suivi pour ce premier menu crowdfunding. Je remercie également tous les nouveaux venus qui sont venus rejoindre les rangs des abonnés de la chaîne suite à mon top 25 récent. Ça me fait très très plaisir de voir que malgré une allure un petit peu cadavérique, j'ai réussi à attirer 50 nouveaux abonnés, donc merci à vous. On se retrouvera bien évidemment dans quelques jours pour le suivi du menu crowdfunding qui lui aussi va reprendre, et puis d'ici quelques jours aussi on aura notre patron, l'addition spéciale bilan 2022, Xavier et moi. Donc un patron d'addition un petit peu spécial, ce ne sera pas notre bilan ludique de décembre, mais notre bilan ludique de l'ensemble de l'année 2022, y compris un top 10 des jeux qui nous ont le plus marqué, un top des jeux qu'on attend le plus pour 2023 également. Sur ce, eh bien écoutez, je vous souhaite de passer une bonne fin de week-end, et puis d'ici à la prochaine, bien évidemment, comme à l'accoutumée, jouez bien, portez-vous bien, et à la prochaine.